c'est probablement la décennie la plus vertigineuse. Parce que tout est possible et finalement, la chose qui se produit, c'est, la confrontation à soi-même. Moi, à 50 ans, en gros, j'étais équipée. À 50 ans, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai fait des tas de trucs que j'avais jamais fait avant. Moi, je pense que ma peur à l'époque, c'était que ce que j'ai vu sur mon beau-père, c'est qu'une fois mon beau-père qui a fait toute sa carrière chez Peugeot, une fois qu'il était à la retraite, il a développé un cancer et puis il est parti en quelques mois. Et là, dans le digital, je vais diriger pendant 4 ans chacune 3 entreprises différentes. Cette fois-ci en directrice générale, donc en ayant, on va dire, à la fois toutes les manettes, toutes les potentialités, le pouvoir, j'entends envie de dire, mais surtout toute la responsabilité. 2010, donc j'ai 45. À l'époque, je comprends que je suis pas une créatrice, je suis beaucoup plus une transformatrice. Et je me dis, mais tu as été à la direction marketing de Carrefour France, tu as pas été suffisamment comme ça ouverte au monde pour voir tous les enjeux de consommation qui se passent, tous les enjeux sociologiques qu'il y a derrière ça, tous les enjeux de transformation des modèles qu'il y a derrière ça. C'est magnifique. Et en même temps, j'étais extrêmement frustrée, on peut dire ça comme ça, frustrée de ne pas avoir les manettes pour faire. J'avais la chance d'être mariée, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui avait cette sécurité, donc je pouvais prendre ce risque. Il m'a dit, je t'interdis. Et vraiment, il a posé ça pour que je l'entende, hein. Sinon, il me connaissait suffisamment bien. Je t'interdis de facturer tes honoraires à moins de temps. C'est extrêmement important de s'obliger à conscientiser ses choix et à savoir dire non. Qu'est-ce que je mettrais comme bannière sur les 50 ans? Et si je devais mettre un drapeau, je mettrais le drapeau « Tout est possible ». Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Mény. Son inspiration quotidienne, elle la tire de cette phrase de Sénèque: la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Après un parcours d'études supérieures où elle le dit elle-même, elle se conforme aux rêves de ses parents, elle intègre des groupes comme Unilever et Carrefour où elle explore nos motivations conscientes et inconscientes d'achat et comment construire une marque générant confiance et engagement. À 45 ans, elle prend le risque de monter sa boîte de consulting qu'elle fermera 3 ans plus tard pour revenir aux manettes et voir concrètement si elle est capable d'activer ce qu'elle conseille à ses clients. Elle enchaîne les postes de dirigeante, elle prend notamment la direction générale d'Oxybul, puis devient PDG de Rue du Commerce et enfin dirige le e-commerce du groupe Monoprix. Aujourd'hui administratrice de plusieurs sociétés, elle continue ce qui l'a toujours passionnée, l'exploration de l'humain. Sculptrice de collectif, ce qu'elle aime, c'est allumer la flamme, générer des transformations en boostant la motivation. Elle a tissé son parcours professionnel avec conscience et bienveillance, toujours avec cette croyance profonde que tout est possible. Côté perso, cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle dévoile aussi dans cet épisode ce qu'elle a dû gérer, digérer et quel enseignement elle en a tiré pour grandir, tenir et vivre sa cinquantaine en chantant. Nathalie nous partage ses conseils pour avancer sereinement et dans la joie, comme choisir sa place, oser explorer ses potentialités et savoir se retirer pour laisser advenir. Je vous invite à nous rejoindre dans cette danse qu'est la vie pour vous inspirer de celle de Nathalie.
Donc aujourd'hui, je reçois Nathalie Mesny. Donc bonjour Nathalie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et je dois cette chance, on va la saluer, à Carole Brion, que j'ai eu le plaisir déjà aussi d'accompagner et puis d'interviewer il y a quelque temps. Donc, question traditionnelle pour commencer ce podcast, Nathalie. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ton parcours jusqu'à tes 50 ans, puisqu'après on va aller un petit peu plus deep dive de 50 à plus. Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi sur aussi bien ta vie perso que ta vie pro d'ailleurs, jusqu'à tes 50 ans? Bonjour Karine, et puis petit bonjour à Carole qui peut-être écoutera le podcast. Voilà, une collaboratrice pleine de sourires, qui était en charge de la relation client, et le sourire ça s'entend, donc j'espère que ça va s'entendre aussi ce matin. Alors, que dire de moi? Je suis la fille aînée d'une fratrie de 4, un modèle parental assez marquant, avec un père très dans la volonté, très dans l'exigence, très dans le devoir, hein, lui-même ayant perdu son papa très jeune, donc voilà, très investi du pouvoir volontaire, on va dire, il nous a confié ça. Et une maman qui est beaucoup plus dans l'indépendance, dans la légèreté, dans la découverte, voire parfois un peu la fofolle, quoi. Hein. Pour illustrer ça, j'avais papa qui nous faisait écouter religieusement le Requiem de Mozart et que du classique, et maman qui nous faisait découvrir les musiques sud-américaines et le jazz, quoi. Voilà, ça donne un Donc peu un bon mélange. le cadre. À 17 ans, bac en poche, je monte à Paris, parce que oui, j'ai oublié de dire que j'étais élevée plutôt en province, en Champagne, à Troyes, pour, voilà, plus lié à la carrière de mon père, qui était dans le textile. Donc du coup, une vie vraiment d'enfance et d'adolescence, beaucoup dans la nature, beaucoup de sport, etc. Et donc je monte à la capitale pour faire ma prépa dans le lycée Chaptal, donc un peu la prison. Je le vis un peu comme ça au départ. Et là, je fais prépa, école de commerce, et je me conforme, hein, je dis ça maintenant avec le recul, je me conforme à un système qui est assez loin finalement de celui dans lequel j'ai grandi, un système assez élitiste, très compétitif. Voilà, dans lequel je me fonds pour finalement, au départ, je dirais épouser le rêve de mes parents, hein, d'une certaine manière, hein, donc voilà. Je démarre, alors à l'école de commerce, il y avait 2 choses qui m'intéressaient, le management et le marketing. Et en fait, ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point les 2 en fait étaient liés, quelle c'était la facette qui m'intéressait dans les 2. Et je vais le dire après, mais donc je rentre dans le temple du marketing à l'époque, enfin un des temples, le groupe Unilever, et je fais une petite dizaine d'années dans le marketing, à essayer de comprendre les motivations des gens dans leur acte de consommation, comment ils choisissent leurs produits, à quoi ils voient le résultat. Alors en plus j'étais dans la lessive, donc on faisait avec énormément de moyens, on faisait des études quantitatives, qualitatives, pan-européennes sur à quoi une femme vérifiait qu'elle était une bonne ménagère. Tu peux Tu vois, rappeler juste pour qu'on ait une notion de l'espace-temps, c'était dans quelle année ça à peu près? 1987, je rentre, Mhm. tu vois, Ok, donc d'accord, ouais. on était en plein dans le marketing de la ménagère moins de 50, il y avait encore que 3 chaînes à la télé, enfin, tu vois, Mhm. Complètement, ouais. ça ne nous rajeunit pas, mais voilà. Et donc là, j'adore, en fait, comprendre ce qu'il y a d'inconscient, en fait, dans les choix. Alors il y avait un truc qui énervait prodigieusement mon mari, mais quand on recevait des amis à la maison ou des connaissances, je posais une question qui était: «Est-ce que vous repassez vos torchons?» Et là, tu étais sûr que tu en avais pour la soirée, avec tout ce que ça voulait dire de ce que je voyais dans les études sociologiques, c'est-à-dire que repasser ses torchons, pour les unes, c'est absolument indispensable parce que c'est la meilleure façon de tuer les bactéries et c'est l'image qu'elles se font de leur valeur ajoutée dans le foyer. Et puis pour d'autres, c'était mais c'est complètement inutile. Enfin, je vais repasser ma robe, mais pas un torchon, quoi. Et donc, c'était très intéressant. Voilà. Bon. Je fais ça à peu près 10 ans. Et puis, 10 ans, pendant les 10 ans qu'on suivit, j'ai fait la même chose.
mais d'un autre poste dans la grande distribution. Je rentre chez Carrefour en 98, donc tu vois, 11 ans après. Mmh. Et là, je découvre, et c'était vraiment mon moteur au départ, c'était de comprendre, au-delà de l'usage des produits, la motivation d'achat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un magasin face à plusieurs produits, plusieurs marques? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce magasin plutôt qu'un autre? Qu'on fait finalement pas le choix qu'on avait prévu au départ, et cetera. Donc, en fait, je poursuis cette espèce d'exploration. Mais en même temps, c'est une école de management fabuleuse, hein, Carrefour. Bah, c'est là que j'ai connu Carole. Parce que je me retrouve à 35 ans à diriger, après les fusions, les différentes fusions que Carrefour a pilotées, hein, le rachat de Comptoir Moderne, des magasins, des petits supermarchés de province, puis la fusion avec le groupe Promodès, donc les autres hypermarchés Continent et Champion. Voilà, je me retrouve à diriger les achats alimentaires, toute la division des achats alimentaires de Carrefour, après la fusion, donc à 35 ans, à diriger, des grosses équipes, un peu presque 1 300 personnes, la logistique, les achats, la marque propre, et surtout au-delà du nombre, la chance, hein, finalement de diriger des équipes extrêmement diversifiées, hem assez mixte quand même, même si, c'est plutôt pendant ces 10 ans que j'ai amené pas mal de mixité dans les achats. Elle était pas si mixte que ça au départ. Mais surtout avec des origines culturelles, des parcours de formation extrêmement différents. J'avais des gens qui avaient quitté l'école à 14 ans, qui avaient juste leur brevet des collèges, qui étaient fils de cheminots, et qui étaient pourtant, directeurs des produits frais, hein. Quelqu'un qui avait, 60 ans quand j'en avais 30. Et puis j'avais, des jeunes diplômés, puis j'avais des passionnés de 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 la cuisine, de la charcuterie, qui avaient des CAP, voilà, d'artisans, on va dire. Donc ça, c'était vraiment génial parce qu'après avoir été un peu formatée au moule de l'élitisme, j'avais vraiment le sentiment d'être dans la vraie vie, quoi, d'être dans la vraie diversité. Et alors, ce que je me dis par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, parce que moi, comme tu le sais, j'accompagne donc des dirigeants et aussi des managers un peu plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a pas mal de questions là-dessus sur, par exemple, comment je fais. J'ai 35 ans, je manage quelqu'un qui a 20 ans de boîte et qui en a 55. Comment ça se passe? Donc, quel type de conseils tu pourrais donner justement pour arriver à manager cette diversité qu'on développe de plus en plus dans les boîtes aujourd'hui? Oui, alors, écoute, j'avais pas pris de cours avant, hein, donc j'ai un peu découvert sur le tas. Hem, j'ai eu la chance d'avoir je vais prendre un exemple très précis, si peut-être qu'il nous écoutera. Je vais prendre Gilles qui était patron des produits frais, un monsieur très imposant avec une stature, voilà, très bonhomme, très généreux, qui connaissait, comme sa poche le monde agricole, tout le monde agricole, donc qui faisait les négociations avec la FNSEA, qui connaissait les produits et les producteurs quasiment par leur nom, voilà. Donc, pour moi, c'était, un puits de savoir, un puits de savoir aussi bien, de savoir technique, hein, comment, on peut accompagner les agriculteurs à changer leur mode de mise en culture, à limiter les intrants, à limiter les traitements chimiques sur les pommes de terre, enfin des trucs très, 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 très précis qui me parlaient parce que c'était ça qu'on avait envie, de développer à cette époque pour mieux nourrir, le plus grand nombre, hein. C'était la bannière, que Carrefour, hissait à l'époque. Et aussi un vrai savoir-faire dans la relation, c'est-à-dire que voilà, il avait cette aptitude à pouvoir parler avec des grands patrons, des syndicalistes, des agriculteurs en colère, alors il était fils de cheminot, il avait, je crois juste son brevet des collèges. Je ne sais même pas s'il avait son bac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que là, j'ai su faire quelque chose que j'essaye de faire à 50 ans encore plus. Hem, c'est de surtout pas, essayer
de lui apprendre des choses. Donc de mettre dans une posture très directive. Je me suis mise dans une posture j'ai besoin de toi et apprends-moi. Et aussi dans une posture de en quoi je peux t'aider pour aller plus vite, pour être plus à l'aise, etc. Et alors très très vite, je me suis rendu compte que les outils un peu formatés qu'on te donne en tant que manager pour piloter ce genre de personnes sont pas vraiment adaptés. Je vais te donner une anecdote. On était dans le premier entretien annuel il était donc dans mon CODIR, hein, et entretien annuel d'évaluation, d'accord. Donc déjà, j'ai vu avoir envoyé le formulaire transmis par les RH et donc je lui avais demandé à tous mes N-1 de me remplir un minimum les cases, quoi. Donc ça commençait bien parce qu'il y avait une première partie qui était assez signalétique et c'était profession, blablabla, et profession du conjoint. Et là, il avait écrit crépiteuse de ma carte bleue. Ah, ça Donc, ça en commence disait bien. long. Et puis, en gros, il est arrivé à l'entretien en me disant c'est que des conneries et tout ça. De toute façon, je me referai pas. L'ordinateur, je sais à peine m'en servir, etc. Donc, du coup, j'ai plié le truc. Et puis, je me suis intéressée surtout à la personne et beaucoup plus qu'à la fonction. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière crépiteuse de ma carte bleue. Et en fait, derrière ce crépiteuse de ma carte bleue, derrière toute la tendresse et l'humour qu'il y avait derrière, il y avait aussi beaucoup de peur de la retraite, beaucoup de peur peut-être aussi de se retrouver dans un face-à-face qu'il n'avait pas forcément prévu avec son épouse. Voilà, parce que ça faisait des années qu'il se levait à 5 heures du matin pour être à la réception des fruits et légumes, etc. Beaucoup de peur là ici je suis quelqu'un dans cette société, dans cette entreprise qui m'a façonné. Je suis quelqu'un. Si j'ai plus ça, je vais m'effondrer. Et j'ai vraiment perçu cette urgence de l'accompagner dans ce chemin-là. Voilà. Et donc, lors de cet entretien, on a fait un pacte. Je lui ai dit, écoute, maintenant, la seule chose que je vais t'apporter, au-delà voilà, du pilotage classique de l'activité, où voilà, on va continuer de faire ce qu'on fait aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte que tu prépares ta retraite. Voilà, que tu prépares ta retraite et donc que tu ne sois pas corps et âme dévoué à cette boîte, que tu saches te créer des espaces ailleurs qu'avec la communauté des personnes de cette boîte. Voilà. Il est parti à la retraite et 3-4 ans plus tard, il m'appelle. Nathalie, tu devineras jamais ce que je fais pendant ma retraite. Je lui dis non, je sais pas, tu as monté une boulangerie. Oui, alors ça j'ai fait, mais bon, non, tu devineras jamais. Je suis devenue président de mon quartier à Lésigny, de l'association d'aide des jeunes à la micro-informatique. Tu le crois ça? Moi, je savais même pas ouvrir mon ordinateur. Voilà, et finalement, il a bien rebondi. Moi, je pense que ma peur à l'époque, c'était que ce que j'ai vu sur mon beau-père, c'est qu'une fois mon beau-père qui a fait toute sa carrière chez Peugeot, une fois qu'il était à la retraite, il a développé un cancer et puis il est parti en quelques mois. Et je voulais pas ça pour Gilles, quoi. Donc je sais pas si ce que je dis là est une recette à appliquer partout, mais en tout cas voilà ce que j'ai fait moi à ce moment-là. Donc ce que j'entends, c'est que justement quand il y a, parce que et ça va complètement dans le sujet qu'on est en train de couvrir ici, c'est-à-dire l'intergénérationnel, c'est-à-dire que là, toi, tu avais 35 ans et tu étais face à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé, mais ce que j'entends, c'est tu t'es mis en capacité d'écouter ses besoins, tu t'es mis aussi en capacité d'écouter sa peur et comment je peux y répondre, plutôt que d'arriver en mode, alors tu l'as dit directive, mais avec un ego et avec peut-être besoin de prouver sa légitimité. Alors que là, ce que tu as fait, l'intelligence, ça a été de te servir dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pouvoir t'appuyer sur justement des connaissances, un potentiel de la personne, plutôt que d'essayer de lui plaquer quelque chose qui aurait peut-être justement développé une résistance forte
puisque on a quelqu'un qui te dit: «Moi, je suis comme je suis», donc en gros, qui t'envoie le signe de: «Tu me prends comme ça ou tu me prends pas». Et effectivement, ça peut paraître agressif, mais quand tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que c'est nourri d'une peur. Et quand tu prends vraiment conscience et que tu prends cette peur et que tu montres que tu vas l'écouter et la respecter, ça ouvre le champ des possibles à tel point que effectivement la personne, non seulement elle est libérée, mais en plus elle avance et elle avance. C'est intéressant que tout d'un Voilà, coup il derrière, s'autorise, voilà, il s'autorise il a des monté une choses chaîne de que. boulangerie, enfin voilà, je suis toujours en lien avec lui. Néanmoins, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que je suis pas seule responsable de cette relation et finalement du fait qu'elle se soit bien passée. Ce que Gilles m'envoyait en termes d'ondes, c'était, c'était bon, moi je sais rien et je suis très impressionnée par tout ce que tu sais, euh, mais en même temps, voilà, je suis à l'écoute de ce que tu peux m'apprendre, même si tu es plus jeune. Je suis dans le respect. À aucun moment il a essayé de m'expliquer que j'étais une petite, voilà, une petite déboulée de l'extérieur qui connaît pas la vie, qui connaît pas le magasin comme lui, etc. C'était un peu les postures hein, à l'époque quand on venait de l'extérieur, qu'on était diplômé, qu'on n'avait pas tiré des palettes pendant 10 ans dans un magasin. C'était pas facile de s'assumer. Il n'était pas du tout comme ça. Il m'a énormément aidé à trouver mes repères dans cette culture et à faire que finalement, ça a été une formidable aventure parce qu'il y avait ce respect de la personne aussi de son côté. Voilà. Et quand les deux sont en symbiose là-dessus, ça peut donner des choses jolies, quoi. Oui, après ma croyance, c'est aussi que ça part de toi, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu étais assez respectueuse aussi et que du coup, tu sais, moi, je suis beaucoup dans Oui, tu reçois en ce que tu envoies multiplication, et c'est vrai. voilà, et que comme tu étais dans l'ouverture, forcément, il était dans l'ouverture par rapport à toi. Mmh. Hmm. Donc voilà, donc ça nous amène à peu près aux années 2010. Donc, tu es Et resté là, combien de temps chez Carrefour, dans le groupe un peu Carrefour? pareil, 11 ans, tu vois, un Ok. peu plus de 10 ans. D'abord donc dans des fonctions d'achat, puis ensuite au marketing. Donc voilà, j'ai fini, je dirais, la boucle de comprendre le consommateur, comprendre l'acheteur, comprendre les collaborateurs, les managers, enfin l'environnement, on va dire, managérial. Et puis ma troisième partie d'expérience professionnelle, c'est le digital, c'est le numérique. Et là, pardon, excuse-moi. Et là, dans le digital, je vais diriger pendant 4 ans chacune 3 entreprises différentes. Cette fois-ci en directrice générale, donc en ayant, on va dire, à la fois toutes les manettes, toutes les potentialités, le pouvoir, j'entends envie de dire, mais surtout toute la responsabilité de ce Et que ça veut dire. ça se fait. Tu as quel âge à ce moment-là? 2010, donc j'ai 45, hein, c'est ça, je suis née en 65, donc Et donc 45 ans, effectivement, l'âge où aujourd'hui on considère les gens comme seniors. Donc tu dis 45 ans, tu passes en mode DG, c'est ça que je mmh, comprends. c'est ça. Mmh. Comment ça s'est fait ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé? Tu avais une trajectoire de carrière? Tu avais cette envie de prendre la direction générale? Ou comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait avec un mix de volonté, comme mon père, et de laisser venir. En fait, en 2009, début 2010, je décide de quitter le groupe Carrefour, qu'on était à sa troisième changement de gouvernance. J'estimais que j'avais fait un peu le tour de la question. Donc, je demande à mon patron de pouvoir partir, donc en le préparant, donc en assurant la transition, en me formant à la reprise d'entreprise. Donc, je passe 3 mois à être formée à ce que veut dire reprendre une boîte. Parce qu'à l'époque, je comprends que je suis pas une créatrice, je suis beaucoup plus une transformatrice. Voilà. Comment tu le comprends ça? Eh bien, je le comprends dans mes réflexes d'innovation. Mes réflexes d'innovation sont pas d'inventer quelque chose from scratch. Mon réflexe, c'est de transposer quelque chose dans autre chose. C'est de comprendre où sont les racines pour voir quelle fleur ça va faire. Mais partir de rien, même en musique, enfin même partir de rien, je suis moins à l'aise que avoir
voilà, des premières graines, des premières choses dont il faut comprendre là-dedans ce qu'il y a de fondamental et ce qu'il y a de superflu, en fait. Euh, donc du coup, le premier mouvement, il est volontaire, sauf qu'on est en 2010. Et en 2010, on est en plein dans la crise des subprimes. Donc quand je vais voir un certain nombre d'investisseurs pour aller chercher, enfin je cherchais finalement un modèle d'entreprise de petite taille, voilà ce qu'on appelle le mid-cap dans le langage financier, qui soit dans l'univers de la grande consommation avec des grands enjeux de développement commercial, puisque grosso modo j'avais 20 ans d'expérience là-dedans, avec le double miroir, industriel et distributeur. Voilà. Et donc, je me rends compte assez vite que y a plus de deal en fait sur le marché. Qu'en revanche, mon profil intéresse quand même pas mal de gens. Et donc, je me sers de l'entité juridique que j'avais créée pour reprendre une boîte quelques années pour accompagner, au début un peu par hasard, sur des demandes un peu spontanées, des dirigeants, au départ des relations proches, puis après par le bouche à oreille des gens moins proches. Voilà, je me mets à mon compte et je fais ça pendant un petit peu moins de 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me dis, waouh, c'est magique d'avoir une largeur de vue sur différents secteurs, parce que j'ai travaillé dans la distribution alimentaire, dans le textile, dans la jardinerie, dans le bricolage. Voilà, j'avais travaillé pour différents types d'industriels, des tout petits, des plus gros, ceux qui travaillaient pour leurs grandes marques avec type Unilever, ou au contraire pour les distributeurs. Voilà, donc je me dis, mais tu as été à la direction de marketing de Carrefour France, tu as pas été suffisamment comme ça ouverte au monde pour voir tous les enjeux de consommation qui se passent, tous les enjeux sociologiques qu'il y a derrière ça, tous les enjeux de transformation des modèles qu'il y a derrière ça. C'est magnifique. Et en même temps, j'étais extrêmement frustrée, on peut dire ça comme ça, frustrée de ne pas avoir les manettes pour faire. J'avais vraiment encore besoin à cet âge-là de m'éprouver sur est-ce que moi j'y arriverais à transformer le modèle tel que je le recommande à mes clients. Est-ce que moi, si je devais le faire, je saurais le faire. Voilà. Et en fait, j'ai eu vraiment envie de trouver des terrains de jeu pour aligner le sens d'une marque, d'une entreprise, fondamentalement à quoi elle est utile, à quoi elle sert, sa performance. Et pour faire ça, pour aligner son sens et sa performance, il faut conscientiser, réfléchir, et pas tout seul, réfléchir avec son équipe de direction, mais réfléchir aussi avec ses équipes, à l'impact qu'on a sur ce qu'on appelle maintenant les parties prenantes. Donc l'impact qu'on a sur ses clients, l'impact qu'on a sur ses collaborateurs, l'impact qu'on a sur ses fournisseurs, l'impact qu'on a sur ses actionnaires. J'ai opéré dans des actionnaires familiaux, chez des actionnaires 440 ou des actionnaires, voilà, donc typique, une très grande variété d'actionnariat. Et puis, évidemment, quel impact on a sur les citoyens de la société civile dans laquelle l'entreprise produit, exerce. Et puis, la dernière partie prenante que j'ai longtemps oubliée, et c'est beaucoup plus quelque chose qui est arrivé plus récemment dans ma préoccupation, celle qui est silencieuse, en tout cas pas avec des mots, c'est la planète, c'est l'environnement. Voilà. Et donc voilà, j'ai fait 3 fois. J'ai dirigé d'abord Oxybul Éveil et Jeux. Donc c'était une marque qui venait d'avoir réconcilié Fnac Junior, donc les magasins dédiés aux jouets du groupe Fnac, et le modèle de vente par correspondance de jouets Éveil et Jeux. Cette fusion avait été ce rapprochement des deux activités avait été fait par Fnac, et Fnac revendait ce business qui s'appelait Fnac Éveil et Jeux, à un groupe familial qui avait construit tout son univers autour de l'enfant, mais en textile, autour des marques Okaïdi et Jacadi, et qui voulait faire sa première diversification hors textile
pour faire émerger une marque qui aille dans le sens de ce qu'ils prenaient sur leur marque textile, à savoir développer l'autonomie de l'enfant grâce aux jouets. Et donc Voilà. juste pour revenir à ton parcours et à comment tu as fait, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse. Ce que j'entends, c'est qu'à 45 ans, tu prends le risque de te mettre à ton compte. Tu Ouais, fais ça 3 ans. ouais. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi l'histoire que tu racontes pour arriver à décrocher le next step, c'est-à-dire re-rentrer en entreprise? Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, hein, qui se questionnent en disant non mais attends, si je me mets à mon compte, imaginons, je sais pas, ça marche pas, ou j'en ai marre, ou j'ai envie de faire différent, comment je fais pour rentrer après? Donc toi, l'histoire que tu racontes à ce moment-là, le positionnement que tu prends pour prendre, ce que j'entends, c'est que tu deviens DG derrière d'une autre boîte, c'est-à-dire tu sors et tu reviens. Mmh. Comment ça se passe? Alors, je raconte rien. D'abord, enfin, je suis dans ce métier-là et honnêtement, j'ai la chance que ça fonctionne. C'est-à-dire que je gagne presque mieux ma vie, à mon compte que, en salarié, d'accord? Avec évidemment pas tout à fait le même confort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à 3 mois ou à 4 Voilà, mois, combien on va c'est vendre. souvent ce que je dis quand les gens me posent la question: «Est-ce que je monte ma boîte?» Je leur dis: «La première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer Mmh, l'insécurité financière?» c'est ça. Voilà. Donc là, j'avais la chance d'avoir, d'être mariée, d'avoir quelqu'un, à mes côtés qui, avait cette sécurité, donc je pouvais prendre ce risque. Donc voilà, c'est des configurations spécifiques. Faut Ouais, c'est évidemment important de le dire, c'est bien sûr. important de le dire. Il m'a donné un deuxième très très bon conseil, très très bon, et probablement un des meilleurs de tout ce qu'il m'a donné comme conseil. Il m'a dit: «Je t'interdis», et vraiment il a posé ça pour que je l'entende, hein, sinon il me connaissait suffisamment bien. «Je t'interdis de facturer tes honoraires à moins de temps. Très Ce que tu important développes aussi. Ah Ce ouais, que tu développes, prix a une psychologique, valeur très important. largement aussi importante qu'un senior, partner d'un grand cabinet de conseil. Mmh, mmh Donc mh. je t'interdis, voilà, et heureusement qu'il l'a posé parce que c'est pas du tout mon driver, et s'il avait pas posé ça, je pense que je serais tombée dans l'écueil, soit d'en faire beaucoup plus pour le même prix, soit de baisser mes honoraires. Donc, comme en plus j'avais la chance d'avoir plutôt beaucoup de demandes entrantes, comme on dit, bah, voilà, je leur disais: «Écoutez, non, à ce tarif-là, je prenez quelqu'un d'autre, mais c'est pas moi». Voilà, et j'ai pu apprendre à le dire avec, comment dirais-je? Sans agressivité, avec beaucoup de naturel. Et je pense que mine de rien, notamment vis-à-vis des fonds d'investissement, ça a permis de montrer une certaine, comment dirais-je? Un certain ancrage, une certaine confiance, voilà. Après, ce que j'ai raconté, c'est, bah, ce que je viens de te raconter là, c'est de dire: «Waouh, c'est génial, enfin cette situation d'entrepreneurship, est vraiment intéressante, ça m'apprend beaucoup. Le, mais j'ai vraiment envie de retrouver ce Graal de, mener une équipe». Et là, il y avait un énorme doute de la part des fonds d'investissement, c'était: «Oui, mais enfin, vous avez opéré plutôt dans des grands groupes, type Unilever, type Carrefour. Qu'est-ce qui me dit que vous saurez mettre les mains dans le cambouis dans une boîte de taille, plus modeste?» Je lui dis: «Rien, à part le fait que je me connais, que j'ai été à la tête d'une fratrie de 3 frères et sœurs, et que maman travaillant, n'ayant jamais arrêté de travailler, ben voilà, j'ai été éduquée dans on met la main à la pâte et voilà, tu vois? Oui, et Mais puis surtout, avant d'arriver effectivement au poste, au dernier poste que tu as fait, tu as mis les mains dans le cambouis parce que, je veux dire, on passe ouais. tous par ces étapes-là. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu as posé ton envie. C'est ça que j'entends. J'entends la passion de j'ai besoin, j'ai envie. Et ça, j'ai mis l'hypothèse que c'est fort. C'est ça qui est puissant, c'est d'aller communiquer ton envie. Et tu vois, c'est je crois vraiment, hein, après on se questionne toujours, on se demande si on ne réécrit pas l'histoire a posteriori, hein, il faut faire attention à ça, mais je crois vraiment que j'ai su, communiquer à ce moment-là que mon envie n'était pas un titre. Mon envie était, vraiment d'être, comment dire? Comme un sculpteur d'une matière, comme on sculpte un collectif quand on l'emmène dans quelque chose qui a du sens, qu'on le fait émerger et qu'on emmène toutes les forces vives, quels que soient les métiers. Donc ça, c'est beaucoup ce que je t'ai expliqué de Carrefour, cette diversité, comment tu arrives à allumer la flamme, d'un plaisir de travailler parce qu'on sait à quoi on est utile, même si le geste que chacun fait est très, très différent, et même si le sens que chacun se raconte
peut avoir des couleurs très, très différentes. Mais voilà, d'arriver à allumer ces petites flammes pour faire quelque chose qui a une énergie de dingue et que tu ressens dans ton vraiment, sensoriellement, quoi. Mmh. Et donc ça, j'ai eu la chance de l'éprouver, oui, 3 fois, donc dans des entreprises plutôt numériques. Donc Cible et VIG, ça faisait 50 de son chiffre en digital, 50 dans des magasins. Donc aussi comment tu raisonnes la relation, entre les 2. Ensuite, Carrefour m'a rappelé et je suis revenue diriger rue du Commerce parce qu'il venait de racheter rue du Commerce en 2015. Et là, bah, comme on arrime une immense marketplace, pure player à des magasins physiques, des hypermarchés qui doivent réinventer leur façon de vendre le non alimentaire, redonner un sens à ces gondoles qui s'enfilent les unes derrière les autres, alors que sur un moteur de recherche, on va trouver immédiatement la réponse à un besoin. Donc, comment on fait cette complémentarité-là? Et puis ensuite, la troisième, bah, ça a été de diriger les sites e-commerce de mode et d'alimentaire du groupe Monoprix, qui venait aussi de racheter Sarenza, donc un chausseur en ligne dans 26 pays d'Europe et qui apportait du coup, tout d'un coup à ce groupe, beaucoup de culture digitale, beaucoup de méthodes de travail extrêmement différentes de la culture classique de la distribution physique, dans l'agilité, dans la façon de nouer la relation, dans la réactivité. Voilà. Donc j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir pendant 12 ans jusqu'à la fin de l'année dernière. Et comment ce que je trouve intéressant, c'est parce que OK, il y a on est sur la grande distrib, mais comment tu fais tes choix? Alors, j'ai mes hypothèses que tu es chassée certainement, mais en tout cas, qu'est-ce qui motive ton choix de changement de boîte? Peut-être même, personnellement par rapport à tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que tu changes et que tu vas là où tu vas? Alors, c'est un mix de choses, qu'on choisit et des choses qui s'imposent à vous. Le départ d'Auxibus Éveil et Jeu, il se fait, donc c'était une boîte dont il fallait, retourner le modèle économique, hein. Elle perdait beaucoup d'argent au moment du rachat. Au moment où je fais les 3 ans, les 3 premières années de transformation, on est à break-even moins, hein, on perd encore, quelques millions d'euros. Et je dis à mes patrons, donc qui sont une famille, hein, donc avec ce que ça veut dire aussi de responsabilité, je leur dis, enfin, nous convenons ensemble que si on veut mettre cette marque sur une trajectoire structurellement rentable, il faut probablement revoir l'organisation du groupe, arrêter d'avoir 3 filiales qui ont toutes leurs fonctions dédiées, RH, IT, logistique, et cetera. Jacadi, Okaïdi et Oxybul, hein, 3 DG de 3 filiales indépendantes, et de finalement examiner ce qu'on pouvait mutualiser pour les 3 marques et du coup passer sur des directions de marque plutôt que des directions générales. Donc j'orchestre ce mouvement-là avec mes équipes au sein d'Oxybul, avec les partenaires sociaux, et cetera, avec ce que ça veut dire de recomposition des équipes, et cetera. Et une fois que c'est fait, bah, il n'y a plus que, je dirais, un fauteuil pour 3, hein. Donc le choix là se fait plutôt à quelqu'un qui était historique dans le groupe, qui connaissait bien tout l'univers du textile, ce que je connaissais pas particulièrement bien, qui représentait encore les 2/3 du business du groupe familial. Donc du coup, voilà, je décide de partir et j'étais encore en préavis, d'ailleurs au Festival d'Avignon avec ma fille quand Carrefour m'appelle. Donc et Carrefour vient pas me chasser par un chasseur. Carrefour réfléchit, vient de rentrer dans cette négociation exclusive de rue du commerce, c'est confidentiel. Et enfin, ils me le racontaient après, mais en Comex France, ils se disent, bah, pour diriger ce truc-là, il nous faut quelqu'un, un, qui connaisse le digital, deux, qui sache gérer une PME indépendante avec tout ce que ça veut dire de tous les leviers, et trois, qui soit compatible en termes de culture avec notre culture très particulière de la grande distribution, et en particulier notre culture de Carrefour. Et puis là, bah, tous les gens que j'ai connus pendant 11 ans, il y en a 2 ou 3 qui disent, bah, on pourrait peut-être appeler Nathalie. Voilà. Donc ça se fait comme ça. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu as été quand même en capacité de quitter Carrefour en bons termes. Ça, c'est important quand même de le poser, c'est-à-dire alors sauf vraiment, il y a peut-être des situations où tu ne peux pas quitter ton employeur en bons termes, bon, mais
Ce qui me vient, c'est souvent, que la roue tourne et tu ne sais jamais dans quelle mesure elle peut tourner. Tu sais jamais vers qui, enfin qui va recroiser ta route et moi, on m'a toujours dit, voilà, déjà, quel que soit ce qui s'est passé avec ton ancien boss, le critiquer le moins possible, c'est important et garder quand même des relations, en tout cas, les plus saines possibles. Parce qu'encore une fois, la roue tourne et ça c'est vrai et là, pour le coup, voilà, c'est ce que j'entends. Bah, ça, c'est toujours ce que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants, heu, savoir dire non, et savoir, fermer les portes, refermer les portes proprement et vraiment, je pense que c'est vraiment très, très important. Même quand on part dans la colère, même quand on part, de savoir, ne pas, casser la relation de personne, ne pas laisser des bombes à retardement derrière soi. Voilà. Heu, je me souviens de ma fille qui, est en hypocagne, et se pose la question de faire une deuxième année pour, tenter Normal Sup, en lettres, hein, en arts et spectacles. Et du coup, elle est prise au lycée Lacanal, qui avait, plus de taux de succès que, le lycée Blomet dans lequel elle était. Et donc elle va voir, son directeur et elle lui dit, «Ben, je vais pas cuber chez vous, je vais pas faire ma troisième année chez vous, je vais la faire à Lacanal». Et le directeur est, très violemment en colère. Très violemment en colère en disant, «C'est pas normal, tu es une des rares qui pourrait prétendre, à entrer, dans cette école prestigieuse. On a tout fait pour toi, pendant 2 ans, et tu nous quittes», et cetera. Elle était mais mortifiée quand elle est rentrée, elle avait 18 ans, 19 ans. Elle est rentrée mais profondément meurtrie. Et je lui ai dit: «Je pense que tu dois te donner les moyens de justement, d'assouvir ton rêve, donc garde le choix de la Canal, mais tu iras voir ce proviseur». Donc elle est allée le voir, à la fois, elle lui a écrit une lettre pour expliquer ses choix de manière posée et pour pas être confrontée à sa violence, physique, en face à face, et surtout elle est allée le voir quand elle est rentrée, à Normal Sup, en le remerciant. Voilà. Et elle l'a recroisé, après, dans un spectacle qu'elle donne comme comédienne maintenant. Voilà, et c'était très important voilà, je pense que c'est extrêmement important d'être clair sur, enfin, de s'obliger à conscientiser ses choix, et à savoir dire non. Autre exemple de ce week-end, j'ai ma petite nièce, qui je passe le week-end et à qui j'offre son cadeau de Noël, un peu par anticipation. J'observe cet été qu'elle est passionnée de pâtisserie, alors que sa maman déteste cuisiner. Nous, on aime plutôt cuisiner, parmi les frères, les frères et sœurs, donc mes sœurs, ma fratrie. Et je la vois vraiment prendre du plaisir. Donc je lui offre un atelier de cuisine avec un chef qu'on fait toutes les 2, samedi. Donc elle a 11 ans, tu vois? Et donc on est pendant 4 heures au fourneau, debout, à faire un millefeuille, un En plus, Paris. un truc simple, le millefeuille. Elle super concentrée, super, voilà. On rentre à la maison, en plus c'était la technoparade et cetera. On rentre à pied, bien fatigué. Et moi dans mon réflexe voilà, de tata, qui a du leadership, qui fait des propositions, voilà, je lui dis: «Bah, si tu veux, on va aller au cinéma ce soir, on va aller». Puis je sens qu'elle dit rien, quoi. «Oui, peut-être». Puis là, je me dis: «Mais arrête, quoi, écoute-la». Et donc je lui dis: «Mais tu as envie de faire quoi?» «Bah, en fait, j'aimerais encore cuisiner». Et donc on recuisiné, cette fois-ci, on a cuisiné autre chose, on a fait un cake salé, on a fait un dalle de lentilles, jusqu'à 21 heures. On a cuisiné toutes les 2. Et le lendemain, je lui ai dit: «Mais tu vois, Elisabeth, c'est magnifique que tu aies su me dire: "Non, j'ai pas envie d'aller au cinéma", que tu aies su me dire,
ce non, non seulement que tu aies compris toi que c'est pas ça que tu voulais, que tu aies su le dire et la deuxième chose que tu as su faire, c'est de savoir le dire de manière à ce que je l'entende. Voilà et ce qui est important, c'est ça, c'est de créer les conditions pour que ce non soit acceptable et compréhensible et moi, ça me fait un plaisir immense parce que j'aurais cru te faire plaisir, puis finalement, je serais passée probablement à côté, du merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Ouais, Voilà. c'est poser ses limites et poser ce qu'elle a su faire aussi, c'est poser son besoin et Oui. ça, plus tôt on l'apprend, mieux c'est. Alors donc on a vu effectivement tout ton parcours, professionnel, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 58 ans. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, parce que ça impacte évidemment aussi le reste, ta vie de femme et peut-être ta vie de femme autour de la cinquantaine? Comment tu as vécu ce passage? Alors, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, hein, sur le sujet et je me dis: «Moi, qu'est-ce que je mettrais comme bannière sur les 50 ans?» et si je devais mettre un drapeau, je mettrais le drapeau «Tout est possible». Ce serait ça le drapeau. Hem, alors et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais tout est possible. Pourquoi? Parce que, alors ça s'applique pas à tout le monde bien sûr, mais moi à 50 ans, en gros, j'étais équipée. J'avais un peu vécu, j'avais un bagage, pro et perso, j'avais des appuis à la fois professionnels, amicaux, j'avais vécu, des épreuves, des douleurs, donc j'étais un peu musclée par rapport à ça, hein, comme le dit, le poète René Maria Rilke, hein, vraiment voilà, c'est dans les épreuves qu'on se construit aussi et qu'on se muscle. J'avais un peu d'argent de côté aussi, ça ça aide et puis, j'avais même anticipé, si je disparais, que mes enfants soient pas dans le besoin et voilà. Donc en gros, j'étais équipée, hein, comme, 2, j'étais libérée de beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de ma vie, mes enfants, ils vivaient leur vie, tous, hein, ils étaient tous dans la vie, professionnelle, soit déjà en couple, soit voilà, pas encore, trop parents pour être, trop sollicitants avec les petits-enfants. Donc j'avais une vraie liberté à la fois temporelle et spatiale. Hem et puis, j'ai envie de dire quand même, tu es encore physiquement hyper vigoureux, quoi, hein, à 50 ans, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai fait des tas de trucs que j'avais jamais fait avant, parce que bon, heu, voilà, tu encore la enfin, j'avais la chance d'avoir encore une très bonne forme physique. C'est évidemment pas donné à tout le monde. Donc tu as ça et pour autant, c'est probablement la décennie la plus vertigineuse parce que tout est possible et finalement, la chose qui se produit, c'est, la confrontation à soi-même. Avant ça, tu es dans un espèce de tourbillon où, entre, les examens des enfants, aller t'occuper de ton papa qui va pas très bien, je sais pas moi, telle conférence à faire pour le boulot, rappeler à ton mari que tu es dans une espèce d'engrenage qui finalement te fait agir, en mode automatique, et finalement tu as enfin en tout cas moi, j'avais assez peu d'espace ou de moments où je me posais pour réfléchir à c'est quoi tout ça? À quoi ça sert tout ça? Et donc je me retrouve, à la cinquantaine, d'abord dans un gros chaos, vraiment, hein. Je te l'ai dit quand on a préparé. Ma cinquantaine, elle démarre dans un gros chaos. Alors un double chaos, 2015, c'est l'année malheureusement où mon papa est décédé. Et mine de rien, pour une fille aînée, le départ d'un père, qu'on a en plus pas mal accompagné dans ces 9 derniers mois de cancer, de manière assez proche parce que justement j'étais entre 2 jobs. Voilà, c'est une grosse, grosse, perte, vraiment, grosse perte. Et cette, disparition de la figure du père, engage plein de choses. Elle engage du coup, un reformatage de la famille de mon côté autour de l'aîné et du coup je deviens, le substitut de papa avec tout ce que ça veut dire de responsabilité mais aussi d'enfermement parfois. Hem Et puis ça fait aussi en cascade probablement, ça a probablement été un des éléments qui a, amené, le deuxième chaos dans mon couple.
où mon mari, après 22 ans de vie commune, me demande le divorce. Et ça, pour la première fois de ma vie, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. En tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi. Et j'ai même l'impression de l'avoir provoqué malgré moi. Donc, tout le début de cette cinquantaine, il est dans ce que j'appelle les ruminations toxiques. C'est mais et si j'avais fait autrement, et ça j'ai pas vu, et voilà. Et cette espèce de culpabilité vénéneuse dont j'avais réussi à ne j'avais jamais, j'étais jamais tombée là-dedans, dans les épreuves précédentes de ma vie, hein, dans cette espèce de comment dirais-je? Ouais, d'accusation personnelle, de Oui, me dire: d'attaque. Moi, j'appelle ça «C'est des de ta attaques. faute, Tu quoi, enfin, t'attaques. tu ne l'as Mmh. pas vu venir». Heu tu et bon, puis en plus, c'était quelqu'un que j'aimais encore, donc en tout cas, j'aimais, l'image que je m'en faisais. Donc du coup, voilà, ça a été le début de la cinquantaine a été quelque chose d'assez violent, assez douloureux, hein. Mais du coup, ça m'a amenée à me confronter de manière, sans complaisance, avec beaucoup d'exigences à moi-même. Et finalement, je me suis dit: «Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil?» Et là, tu vois, bon, je suis plutôt sur la 2e partie de ma cinquantaine que ma première partie, et maintenant que je regarde le chemin parcouru, je me dis que c'est une décennie magnifique. Et si je devais le refaire et si je devais donner, un conseil à Nathalie à 49 ans, Mmh. je lui donnerais 3 conseils. Le 1er conseil, c'est: choisis ta place. Choisis ta place. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là pour moi, hein? Choisis ta place. Là où tu te sens utile, là où tu sens que tu fais du bien. Et parce que moi, je raisonne comme ça, c'est-à-dire que ça me fait du bien de me donner l'impression de faire du bien. Donc donc là où je me sens utile. Là où j'ai du plaisir, à faire émerger quelque chose en collectif. Alors bien sûr dans l'entreprise, hein, avec, ce que je te décrivais tout à l'heure de la transformation d'une boîte, mais même plus globalement, tu vois? Mes 3 activités, extrascolaires, en ce moment, c'est 3 choses. C'est l'impro, et là, tu es vraiment c'est la chorale, donc dans un ensemble, dans une chorale de 50 chanteurs, et c'est les claquettes. J'ai jamais fait de chant, jusqu'à récemment. Je lis la musique et cetera, mais jamais fait de chant. Bah, il n'est jamais trop tard pour travailler sa voix, et j'ai autant de plaisir au travail de voix individuel que je dois faire seule avec moi-même, et avoir cette espèce de surprise de voir qu'on peut moduler, le son de sa voix, enfin, dans la façon de respirer, dans la façon de la placer derrière la gorge, et cetera, et en même temps que ça serve finalement une couleur dans une chorale, tu vois? Donc se sentir à sa place, c'est se sentir utile pour moi, avoir du plaisir à le faire avec quelque chose en relation aux autres. Et puis quand même la troisième chose qui est de plus en plus vraie, probablement parce que je suis beaucoup stimulée par, ma fille ou par les jeunes que je croise à l'impro ou dans d'autres milieux, c'est, ce que je le fais dans le respect du monde dans lequel je vis. C'est-à-dire, de pas avoir l'impression de faire quelque chose qui soit, fait pas du bien, ni aux gens, ni à la planète, quoi. Tu vois, faire un sport, qui, dégrade, Faire du rallye, vraiment c'est pas l'environnement, mmh. ça m'intéresse pas, voilà. Donc choisir sa place, choisis ta place. Mais c'est pas facile, hein, de comprendre, de bien comprendre, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on a à la fois ce sentiment d'utilité qui n'est pas celui du devoir, qui est celui du plaisir. Et voilà. Le 2e conseil, et là, franchement à 50 ans, on entend des gens dire: «Mais je suis trop vieux, si je l'ai pas fait avant, ça se viendra jamais», tout ça, faut sortir cette petite voix toxique de la tête. Ose explorer tes potentialités. Voilà. Ose sortir de ta zone de confort, ose sortir de ta routine,
Hem et là, tu vois, typiquement, je le fais dans le chant, je le fais dans l'impro. Moi qui ai passé 30 ans de vie professionnelle à lécher mes discours, à lécher mes interventions. Voilà, je me retrouve devant des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans et qui me disent allez, hall de Lâche-toi. jeux vidéo, Lucie, impro, hein, on y va. Bon, c'est pas mon monde, c'est rien dit, mais voilà, c'est vraiment, tu es obligé de lâcher prise. Mmh. Le seul truc là, oser explorer ses potentialités, là aussi, il faut pas se tromper. C'est pas, se lancer des défis pour se prouver des trucs, ou prouver des trucs, à d'autres personnes qu'on n'a pas encore réglés. Et du coup, moi, mon thermomètre pour dire: «Attention, tu es pas dans la bonne potentialité», c'est quand j'ai du plaisir à l'exploration, pas au résultat final. Je vais donner un exemple. Je me suis dit: «Tiens, il y a un sport qui est, pour moi, le graal de ce que ça veut dire de grâce, de liberté, de maîtrise des éléments, c'est le kitesurf». Tu maîtrises le vent, la mer et cetera. Donc, qu'à cela tienne, je suis allée faire des stages de kitesurf. Alors après, j'ai appris que c'était pas forcément les spots les plus faciles, hein. Je suis allée au Cap-Vert, voilà, et voilà, j'ai appris à tenir une voile. Et donc, tu as commencé le kite à quel âge? Et j'avais jamais fait de kite, hein, donc j'ai fait ça à 53 ou 54 ans. OK. J'avais fait beaucoup de planches à voile. Je me disais: «Chouette, planche à voile, kite, Ça n'a ça rien à voir. exactement ce qu'il faut Ouais, ouais. désapprendre. Ouais, Tu es c'est ça, obligé de tout exactement. déconstruire». Bon, bah, je l'ai fait, j'ai fait un stage, j'ai fait un deuxième, et puis en conscience, j'ai dit: «Bah, je vais pas faire. Je vais arrêter parce que, ouais, je suis contente quand je suis sur ma planche, mais j'ai tellement pas de plaisir dans l'apprentissage, de le faire, que je préfère, me mettre au chant ou aux claquettes», qui sont aussi très physiques, hein, parce que là, j'ai du plaisir à le faire de manière médiocre, tu vois. J'ai plaisir à faire le chemin et pas uniquement d'arriver au résultat. Mmh. Et puis le troisième, Conseil? le troisième conseil, il rejoint un peu ce que j'ai décrivais de ma nièce Elisabeth, c'est savoir se retirer pour laisser advenir. Tu sais, un peu comme une marée basse. Moi, Mmh. J'adore cette image. tu vois, en fait, pas croire que parce que tu le veux, parce que tu as toutes les bonnes intentions du monde, parce que tu aides, bah, en fait, c'est là que tu es le plus utile. Non. En fait, je commence à comprendre, hein, et que ce soit en conseil auprès des dirigeants que j'accompagne aujourd'hui, ou dans ma famille, ou auprès de mes neveux-nièces, ou auprès de ma fille, de mes beaux-fils, c'est plutôt voilà, de savoir, dire des choses par le silence, donc de savoir les écouter, de savoir ne pas tout de suite donner les solutions pour qu'ils cherchent. Par contre, de les guider peut-être dans les bonnes questions à se poser. Et ça suppose finalement de se faire confiance à soi d'abord. Donc de pas être dans le réflexe de comme je vais lui montrer que je peux De lui toute puissance. enfin, Mmh. voilà, que je sais, tu vois? Non, de se faire confiance à soi, tu as rien à prouver, en fait. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être à 100 concentré sur l'autre, et à 100 de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ce qu'il te dit, qui en général est pas tout à fait ce qui se joue. Voilà, moi et ça, honnêtement, ces 3 choses-là, c'était pas facile pour moi de les faire à 20 ans, parce que soit j'avais pas le recul et les repères, à 30 ans ou à 40 ans, soit j'avais pas le temps, j'avais pas la disponibilité pour, et à 50 ans, tout est possible grâce à ça pour moi. Mmh. Bon, Il y a un peu de son, j'espère qu'il y a un peu de travaux, j'espère que ça écoute, les travaux arrivent à la fin, donc c'est très bien. Ça nous a laissé nous exprimer tranquillement. Merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes ces inspirations. Et j'ai la dernière question qui est, pareil dans la tradition, c'est pour prolonger la discussion sur, comment faire de la cinquantaine une aubaine
Alors, j'avais appelé ça professionnel au départ, mais en fait, on traite évidemment holistiquement de la personne. Donc, comment faire de la cinquantaine une aubaine tout court? Quelle femme inspirante me conseillerais-tu d'inviter? Alors, j'en ai plein. Mais bon, je vais essayer de choisir dans celles qui ont 50 ans. Donc, voilà. Je pense à ma filleule chez Unilever. À l'époque, on avait un système de parrainage et donc ça remonte à 92. Ouais, 91-92. Anne, elle s'appelle Anne Gézer. Elle dirige Miele, la marque Miele en France. Et c'est une jeune femme absolument incroyable de ressources, voilà, et de résilience et de pétillance. Voilà. Je crois qu'elle a, je dirais, elle est un peu plus jeune que moi, donc elle doit avoir, je dirais 52, 53 ans. Mhm. J'espère que je me trompe pas, ce n'est qu'elle va pas m'en vouloir, mais je crois que c'est à peu près ça, son âge. Mais bon, c'est difficile. Après, j'en ai plein d'autres, mais elles n'ont pas encore tout à fait 50 ans. Donc, il y en a une autre magnifique, mais je pense qu'elle a plutôt 46, 47 ans, qui est Imen Maharzi, qui est une entrepreneuse, pareil, que j'ai croisée par hasard dans un fonds d'investissement quand j'étais à mon compte et on est devenus très très proches. Et voilà, et on ne s'est pas quitté. Et elle a un parcours absolument incroyable, vraiment. Donc, si 47 ans c'est encore dans tes Oui. limites, c'est la personne possible. Imen. Ok. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour ces suggestions. Merci Nathalie, c'était vraiment précieux de t'avoir. Je comprends tout ce que Carole m'avait dit sur toi et notamment de puissance et d'inspiration. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pendant notre partage. Je suis sûre que toutes nos auditrices et nos auditeurs ont ressenti la même chose que moi. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Et je te souhaite une bonne journée, Karine, et peut-être à bientôt à Paris. Oui, vu qu'on est voisines, exactement. Voilà. Très vite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur